J'ai compris qu'on m'avait remplacé alors que j'étais encore en vie. Et ce n'était que le début. Le champagne éclaboussait les verres, les rires montaient en sous la verrière. Une centaine d'invités, des visages inconnus, une mer de soie et de sourires calibrés. Au fond, sur l'estrade, ma fille, avançait vers le micro, la main serrée autour de celle d'un homme que je n'avais jamais vu. Je veux remercier mon père. Un silence suspendu. Et soudain, elle s'est tournée vers lui, vers l'autre. Un homme bien rasé, costume clair, regard sûr. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Un tonnerre d'applaudissements. Moi, j'ai senti quelque chose se briser derrière mes côtes. Pas une colère, pas encore. Juste une sorte de vide, sec, propre, comme après un coup de feu. Je me suis levé. Personne n'a réagi. Même ma chaise, en grinçant, semblait protester à ma place. La serveuse, en me voyant debout, a hésité, puis a tourné la tête, comme si j'étais un invité de trop, un figurant entré par erreur dans le mauvais film. Je suis sorti sur la terrasse. L'air était froid, presque métallique. Dans le reflet de la vitre, je me suis vu. Costume un peu trop simple, main calleuse, nuque tendue. Un homme qui a payé chaque pierre de ce château, chaque fleur, chaque minute de musique. Un homme devenu invisible. Une voix derrière moi. « Monsieur, tout va bien ?» Le maître d'hôtel, courtois, inquiet, mais surtout mal à l'aise. « J'ai besoin d'un instant. » Il a hoché la tête, puis s'est éloigné, soulagé de n'avoir pas à comprendre. Au loin, le rire de ma fille. Ce rire d'enfant que je connaissais par cœur, maintenant noyé dans le champagne et les flashs. Elle a levé son verre, posant la main sur l'épaule de cet autre homme. Et lui, sûr de lui, a incliné la tête comme s'il acceptait un rôle qu'on lui avait proposé depuis longtemps. Je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai marché dans le parc, les allées alignées comme une vitrine d'ordre et de contrôle. Chaque pas résonnait contre les graviers. Chaque respiration pesait comme une question. Une voiture passait devant les grilles. La musique s'étouffait dans le vent. Je me suis appuyé contre un arbre. Ma main tremblait. Pas de rage, d'humiliation. J'avais signé tous les chèques, organisé chaque détail, et je n'existais plus. Dans ma poche, mon téléphone vibrait. Un message. De Léa. « Papa, ne fais pas de scène, s'il te plaît. Tout doit rester parfait aujourd'hui. » Je l'ai relu 3 fois. Les mots étaient polis, calculés. Pas un mot d'amour, pas même un mensonge tendre. Juste une consigne. Ne pas déranger l'image. Alors j'ai souri, sans comprendre pourquoi. Et je me suis demandé, très calmement, quand tout cela avait commencé. J'ai commencé à me demander quand tout avait commencé à se fissurer. Peut-être le jour où elle a cessé de m'appeler papa, remplaçant le mot par « mon père ». C'était subtil, presque élégant, comme un vernis qui craque sans bruit. Le lendemain du mariage, je suis retourné dans mon atelier. L'odeur du métal chaud, des solvants, des moteurs, le monde réel, brut, où tout se gagne par la sueur. J'ai posé ma veste, allumé la radio, puis je l'ai éteinte aussitôt. Le silence pesait moins que les voix. Sur l'établi, il restait la copie du dernier chèque, 340 000 €. Ma signature, large, un peu nerveuse. Une trace que personne n'applaudirait jamais. J'ai pris le papier, je l'ai déchiré lentement, morceau après morceau. Mais le bruit du papier n'effaçait rien. Le soir, j'ai ouvert les réseaux. Les photos circulaient déjà. Léa, en robe blanche, rayonnante, accrochée au bras du père parfait. Les commentaires défilaient. Quel homme admirable! Quelle complicité! C'est beau, une fille aimée comme ça par son père. J'ai senti mes mains se refermer sur la table. Une voix en moi murmurait. Ne regarde pas, laisse-la vivre sa version. Mais l'autre voix, plus basse, plus ancienne, disait « Tu n'existes plus, elle t'a rayé. » J'ai revu une scène d'il y a 3 ans. Elle était venue à l'atelier, robe d'été, sourire fatigué. « Papa, j'ai honte quand mes amis viennent ici. Ça sent l'huile, la poussière. » Je m'étais tu. À la place, j'avais offert un café, comme si le geste pouvait recoller quelque chose. Ce jour-là, elle avait pris sa première distance, et moi, j'avais choisi de ne pas le voir. Maintenant, tout me revenait.
Les dîners manqués, les excuses floues, les nouveaux contacts qu'elle évoquait sans jamais les nommer. Petit à petit, elle s'était construite un monde où je n'avais pas ma place. J'ai voulu vérifier si j'exagérais. Alors j'ai appelé. 3 tonalités, puis la messagerie. Sa voix enregistrée. Bonjour, c'est Léa. Laissez un message, je vous rappellerai. Mais elle ne rappelait jamais. Le soir, j'ai croisé ma voisine, Mireille, sur le trottoir. Elle avait suivi le mariage en ligne, apparemment. Quelle cérémonie magnifique! Et ce monsieur, le père de la mariée, quel charisme! Vous le connaissez? Je l'ai regardé sans répondre. Elle a compris, trop tard. Oh, excusez-moi. Elle a baissé la tête, gênée, et s'est éloignée. Je suis resté là, au bord de la route, avec cette phrase dans les oreilles. Le père de la mariée. Je n'avais plus de rôle, même pas celui de figurant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai rouvert mes classeurs, mes factures, les devis signés par l'hôtel, le traiteur, la robe. Tout portait mon nom. Tout. Et pourtant, le monde entier croyait en un autre. Je ne cherchais pas la vengeance. Pas encore. Je voulais comprendre jusqu'où allait le mensonge. Et surtout, pourquoi elle avait eu besoin de le faire. Le matin s'est levé lentement, gris, sans horizon. Dans la cour, la pluie tombait sur les tôles. Je me suis versé un café froid. Et j'ai compris que le silence, désormais, me pesait plus que la honte. J'ai cessé d'attendre qu'elle m'appelle. À la place, j'ai commencé à observer. Pas comme un père blessé, comme un homme qu'on a effacé et qui veut comprendre comment. Le lundi suivant, j'ai pris la route vers Paris. Son cabinet de relations publiques occupait un étage entier, vitres fumées, réceptionniste souriante. Je me suis présenté sans prévenir. « Monsieur Lefebvre, vous avez rendez-vous ?»« Non. Dites-lui juste que son père est là. » Elle a hésité, pianoté sur le téléphone, puis m'a offert un sourire trop poli. « Mademoiselle Lefebvre est en réunion. Elle ne pourra pas vous recevoir. » J'ai hoché la tête. Dans le reflet du marbre, j'ai vu ma propre image. Veston sombre, épaules larges, un homme qui dérange le décor. Je me suis assis dans le hall. 20 minutes, 30. Personne n'est venu. Alors j'ai laissé sur le comptoir une enveloppe. Les copies des virements bancaires pour son mariage. Rien d'autre. Pas de mots. Pas de reproches. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Papa, s'il te plaît, ne viens plus à mon travail. Ça me met dans une position difficile. Aucun merci. Aucun désolé. Seulement la peur du regard des autres. Je me suis arrêté sur une aire d'autoroute. Le vent soufflait contre les vitres. J'ai relu le message, puis je l'ai supprimé. La douleur s'est transformée en une clarté glacée. Elle avait choisi son camp. Le soir, j'ai appelé un vieil ami, Paul, comptable, discret, loyal. « Tu peux vérifier quelque chose pour moi ?»« Bien sûr. Quoi ? Les factures du mariage ? Je veux savoir si mon nom y figure encore. » Il a compris sans poser de questions. 2 jours plus tard, il m'a rappelé. Elles ont été refaites. Tout est au nom d'un certain Arnaud Delaunay. C'est lui. Le faux père ? Oui. Un silence. Puis sa voix. Qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai réfléchi un instant. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, mais pas avec des cris. Le lendemain, j'ai entrepris ma première manœuvre. Petite, précise, presque invisible. J'ai contacté le traiteur. « Bonjour, ici Lefebvre. J'ai besoin d'un duplicata de la facture originale, celle signée à mon nom. » L'homme, surpris, a fouillé dans ses fichiers. « Ah oui, je vois 2 versions, en effet. Vous voulez laquelle ? » Les 2. Je les ai récupérées le soir même. Preuve. Noir sur blanc. À cet instant, quelque chose en moi a changé. Je ne me voyais plus comme une victime, plutôt comme un témoin d'une escroquerie morale. Et cette idée me calmait. Paul m'a rejoint à l'atelier. On a ouvert les dossiers, classé les preuves, noté les incohérences. Il m'a regardé longtemps, puis a dit « Tu pourrais tout ruiner. Leur réputation, leur mariage, leur image. Je ne veux pas les ruiner. Je veux qu'ils se voient tels qu'ils sont. » Le soir, seul, j'ai regardé encore une fois les photos du mariage. Je ne voyais plus Léa, ma fille.
Je voyais une femme construite pour plaire, pour correspondre à un monde qui exige des façades propres et des racines effacées. Et moi, j'étais la tâche qu'elle avait dû laver. Alors j'ai su ce que je ferais. Je ne crierai pas, je ne supplierai pas. Je montrerai simplement la vérité, au moment où tout le monde la regarderait. Le jour où tout a basculé, il pleuvait. Une pluie fine, sale, qui collait aux vitres de l'atelier comme un voile. J'étais penché sur un moteur, les mains noires de cambouis, quand j'ai entendu la radio. La voix du présentateur, joyeuse. Et à ne pas manquer ce soir, l'interview exclusive d'Arnaud Delaunay et de sa fille, Léa Lefebvre-Delaunay, symbole d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. J'ai figé. Le métal m'a échappé des mains. Un bruit sec contre le sol. Le nom roulait dans ma tête comme un écho absurde. Lefebvre-Delaunay. Elle avait pris son nom à lui. J'ai couru jusqu'à la cuisine, allumé la télévision. L'écran a clignoté, puis leurs visages sont apparus. Elle, radieuse, en tailleur clair. Lui, posé, confiant, la main sur son épaule. Le journaliste souriait. « Alors, Léa, votre père vous a-t-il transmis son sens des affaires ?» Elle a ri. « Oui, il m'a appris à toujours viser haut, à ne jamais regarder en arrière. J'ai senti mes genoux céder. Je me suis assis, lentement, comme si le sol me tirait vers lui. Tout ce que j'avais construit, son éducation, ses études, sa sécurité, elle venait de l'offrir à un autre. Un homme qu'elle connaissait depuis 1 an. Et le monde entier applaudissait. Le téléphone a sonné. C'était Paul. « Tu vois l'interview ? » ?»« Oui. »« Arrête. Éteins. C'est inutile de... » »« Non. Je veux tout voir jusqu'au bout. » Sur l'écran, il riait. Le journaliste a ajouté « On dit souvent que vous avez eu une chance incroyable d'être soutenu par un père comme Arnaud Delaunay. » Et elle a répondu, sans hésiter « C'est vrai, je lui dois tout. » Je crois que c'est là que quelque chose en moi s'est fendu. Pas un cri, pas même une larme. Un effondrement muet, intérieur, complet. J'ai pris la télécommande et je l'ai lancée. L'écran s'est brisé. Des éclats de verre ont glissé sur le sol comme une pluie inversée. Je suis resté debout, au milieu des débris, le souffle court, le cœur vide. Dans le silence, j'ai entendu ma propre voix, rauque. « Tu lui dois tout, alors rembourse. » J'ai pris les dossiers, les preuves, les factures. Mais à mesure que je relisais, une fatigue m'a traversé. À quoi bon ? Le monde croirait toujours l'histoire la plus belle, pas la plus vraie. Je me suis assis au bureau. Les papiers s'éparpillaient, trempés de pluie. Je me suis mis à rire, doucement, sans raison. Le genre de rire qu'on entend chez ceux qui ont déjà perdu. La porte a claqué, Paul était là. Il a regardé l'écran brisé, les feuilles mouillées. « Tu ne peux pas continuer comme ça ? Tu veux que je fasse quoi ? Que je l'applaudisse ?» Il s'est approché, a posé sa main sur mon épaule. « Tu n'as pas à prouver que tu es un père. Ceux qui savent, savent déjà. » « Non, Paul. Elle doit le savoir, elle. » Il n'a rien répondu. Son silence pesait plus que mes mots. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle enfant. Les genoux écorchés, le rire clair, les mains pleines de graisse de moteur. Elle me disait « Regarde, papa, je fais comme toi. » Et moi, je lui répondais « Oui, ma fille, tu fais bien. » Quand je me suis réveillé, il faisait encore nuit. Le miroir de la salle de bain était fendu, lui aussi. J'y ai vu 2 visages, celui d'un homme usé et celui d'un père qu'on avait enterré vivant. Le lendemain, j'ai coupé le courant de l'atelier. J'ai laissé les outils là où ils étaient. Il fallait que je voie les choses autrement, sans le bruit des machines ni l'odeur de l'huile. Je suis allé marcher dans la ville. Sous la pluie, les vitrines reflétaient des mannequins sans visage, des gens pressés, des sourires de façade. Tout semblait propre, lisse, faux. Et soudain, j'ai compris. Ce n'était pas Léa seulement. C'était tout un monde. Un monde où la réussite exige qu'on efface d'où l'on vient, où la honte devient une monnaie d'échange. Je me suis arrêté dans un café. Un homme lisait le journal à côté de moi. Sur la une, la jeune entrepreneuse Léa Lefebvre-Delaunay rejoint le cercle privé des héritiers modernes. J'ai fixé le titre, puis j'ai ri, doucement. Elle avait enfin ce qu'elle voulait, l'illusion d'appartenir. Mais dans un coin de l'article, j'ai lu un nom familier, celui de la société qui finançait l'émission.
Un fonds d'investissement où j'avais autrefois un partenaire. Rochard, un homme qui m'avait volé un contrat il y a 15 ans. Je me suis figé. Alors c'était lui, derrière tout ça. Ce n'était plus une simple trahison familiale, c'était une mise en scène orchestrée. J'ai quitté le café sans finir mon verre. Dehors, le vent hurlait dans les rues. Je suis rentré chez moi, j'ai fouillé mes anciens classeurs. Et je l'ai retrouvé. Le dossier Rochard, avec des preuves de fraude oubliées. Des chiffres, des transferts, des signatures. Léa travaillait désormais avec le même réseau. Et sans le savoir, elle marchait dans leurs pas. J'ai appelé Paul. « Tu te souviens de Rochard ?»« Bien sûr. L'escroc qui t'avait planté il y a des années. » « Il est revenu. Par elle. » Silence. « Tu veux que je creuse ?»« Non. Je vais le faire moi-même. » Cette nuit-là, j'ai rouvert un ordinateur que je n'avais pas touché depuis des années. Les dossiers étaient encore là. J'ai comparé les bilans de la société Delaunay et ceux de Rochard. Même structure, même compte dormant. C'était clair, ils blanchissaient de l'argent sous couvert de mécénat culturel. Et Léa, sans le savoir, prêtait son visage à leur façade. Quelque chose s'est rallumé en moi. Pas de colère, pas de vengeance. Une certitude. Il fallait la sauver d'eux, même si elle me haïssait encore. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un contact ancien, Claire Morin, journaliste d'investigation. On s'était croisés autrefois sur un dossier d'ouvrier licencié. Elle m'a reçu dans un café, les yeux méfiants. « Qu'est-ce que tu veux, Lefebvre ?»« Juste la vérité. Et une histoire à publier. Tu sais que je ne publie rien sans preuve ? Elles sont là. Je lui ai tendu une clé USB. Elle a regardé, sans parler. Puis elle a murmuré. « Tu réalises que si c'est vrai, tu vas faire tomber plus que ta fille ? Je ne fais tomber personne. Je nettoie. » En sortant, la pluie s'était arrêtée. Le ciel, lavé, paraissait presque neuf. Je me suis arrêté sur le trottoir. Le vent portait une odeur de métal et de terre. L'odeur de ce que j'étais avant qu'on me remplace. Je n'étais plus le père humilié d'une mariée. J'étais l'homme qui allait dévoiler ce qu'on cachait derrière sa gloire. Claire est revenue 2 jours plus tard. Elle n'a pas salué, pas souri. Elle a posé son sac, sorti son ordinateur et dit simplement « Tu avais raison ». Elle m'a montré des captures d'écran, des virements, des comptes dissimulés aux îles Caïmans. Le logo du fonds Rochard apparaissait derrière chaque transaction. Et dans les documents de façade, celui de Léa. Son nom, son visage, sa signature. Il l'utilisait comme vitrine propre. Elle ne sait pas, n'est-ce pas ? Non. Claire a hoché la tête. Alors on la protège ? Pas question d'en faire une victime médiatique. On sortira l'enquête en ciblant Rochard et Delaunay. Pas elle. J'ai senti ma gorge se serrer. Tu feras ça ? Si tu m'aides à obtenir une preuve publique. Une preuve publique. Ces mots ont résonné. Le seul endroit où tout ce monde se rassemblerait à nouveau, c'était le gala de charité organisé par la société de Delaunay, la semaine suivante. Claire y avait déjà un contact. Un photographe d'investigation infiltré sous couvert de presse mondaine. Le plan s'est dessiné, froidement, comme un schéma industriel. Je devais entrer par l'invitation restée à mon nom, celle qu'ils avaient oublié d'annuler. Claire, elle, déclencherait la fuite des données à l'instant où la presse diffuserait les premières images du couple père et fille. Le soir du gala, tout brillait. Hôtel particulier du 7e, lustre de cristal, champagne à flot. Je n'étais plus l'homme qu'ils attendaient. Costume sombre, cravate droite, regard vide. Un serveur m'a tendu une coupe. J'ai refusé. Je me suis fondu dans la foule, observant les visages dorés, les mains chargées de bijoux, les rires trop clairs. C'était un théâtre. Et puis je l'ai vue. Léa, parfaite, immobile sous les flashs. Elle parlait à un ministre, à 2 pas de Delaunay. Elle ne m'a pas vu. Ou peut-être qu'elle a fait semblant. Je me suis approché du buffet. Claire m'avait glissé un micro discret, relié à son téléphone. Elle était dehors, dans la voiture, en liaison directe avec le photographe. J'ai attendu que Delaunay prenne la parole. Il est monté sur l'estrade, le ton faussement modeste. Ce gala est avant tout un hommage à ceux qui croient au mérite et à la transmission familiale. La salle a applaudi. Je l'ai regardé,
Puis j'ai fixé ma fille. Elle souriait. Mais ce sourire ne tenait plus sur son visage, comme s'il pesait trop lourd. Un serveur s'est approché de moi, me glissant discrètement une oreillette. C'était clair. « On a tout. Les fichiers sont prêts. Si tu veux appuyer sur le bouton, c'est maintenant. » « Non, pas encore. »« Tu veux quoi ? » ?»« Qu'ils se regardent avant que le monde les regarde. » Je me suis avancé, lentement, sans hâte. Chaque pas résonnait dans ma tête comme un compte à rebours. La foule s'est retournée. Je suis monté sur la scène, juste à côté de Delaunay. Son sourire a vacillé. « Monsieur, vous êtes ? Le véritable financeur de votre bonheur ?» Un murmure a traversé la salle. Léa a pâli. Les caméras se sont levées. J'ai pris le micro. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu ma propre voix, calme, posée, coupante. Je suis venu rendre ce qui m'appartient, l'argent, le nom et la vérité. Le silence est tombé, lourd comme une condamnation. Claire, dehors, attendait mon signal. Je n'ai pas encore bougé. J'ai simplement regardé Léa. Elle ne pleurait pas. Mais dans ses yeux, pour la première fois, je n'ai plus vu le mépris. J'y ai vu la peur. La salle s'est figée. Un murmure, d'abord étouffé, a gonflé comme une vague. Les caméras tournaient en déjà. Delaunay avait perdu son sourire. Un instant trop tard. « Monsieur, je crois qu'il y a malentendu, » a-t-il dit, la voix cassante. « Aucun malentendu, » ai-je répondu. J'ai sorti de ma veste une enveloppe. Les copies des virements, les contrats, les devis. Je les ai posés sur le pupitre, l'un après l'autre, sans un mot. Chaque feuille claquait comme une gifle. Les invités se regardaient, gênés, fascinés. Léa, debout, immobile, semblait chercher de l'air. Je la voyais lutter entre deux instincts, fuir ou parler. Mais aucun son ne sortait de sa bouche. Delaunay a tenté un sourire. « Monsieur Lefebvre, votre contribution a été généreuse, certes. Mais ce soir n'est pas le lieu pour... Ce soir est le seul lieu, le seul moment. Parce que tout ici est une façade, n'est-ce pas ? » J'ai tourné la tête vers les invités. « Vous voulez savoir d'où vient ce champagne, ce château, ce gala ? Du travail d'un homme que vous auriez refusé de saluer à la porte. » Un silence. Puis des flashs. Les photographes mitraillaient, comme s'ils attendaient ce désastre. Claire, à l'autre bout de la ligne, a murmuré « C'est bon, la presse a reçu les fichiers. » Delaunay a compris. Son visage s'est figé, puis il s'est jeté vers moi. « Qu'avez-vous fait ?»« Rien, juste montrer la vérité que vous cachez derrière son nom. » Il a tenté de me saisir le bras, mais 2 agents de sécurité sont intervenus. La foule s'est agitée. Une voix a crié « Il a raison, regardez les documents !» Une autre « C'est un sabotage, le chaos. » Les flashs, les cris, la musique coupée nette. Léa s'est avancée, enfin. Ses lèvres tremblaient. « Papa, s'il te plaît, arrête. » Je l'ai regardé longtemps. Tu voulais que tout reste parfait. Maintenant, c'est vrai. Elle a baissé les yeux. Ses épaules se sont affaissées. Tout son vernis se dissolvait, lentement, sous le poids de la honte. Delaunay, furieux, criait encore, mais personne ne l'écoutait. Les journalistes l'encerclaient, les téléphones filmaient, les murmures se transformaient en jugement collectif. Le nom Rochard a fusé dans la salle, puis un autre, puis un autre. Le scandale prenait feu. Je me suis reculé, sans bruit. La sécurité s'est précipitée vers la scène. Les lumières se sont éteintes partiellement. Claire m'a murmuré dans l'oreille. « C'est fait. Les serveurs explosent. Tu peux partir. » Je pars déjà. Je suis descendu de la scène, traversant la foule qui s'écartait sur mon passage. Personne n'osait me parler. Certains détournaient le regard. D'autres filmaient, fascinés par la ruine d'un rêve collectif. Léa m'a rattrapé près de la porte. « Tu ne comprends pas, ils m'ont piégé. »« Non, tu t'es piégé toi-même. Je voulais juste appartenir à quelque chose. Tu appartenais déjà à quelqu'un. Tu as choisi de l'oublier. » Elle a voulu me toucher le bras. Je me suis écarté. Pas brutalement, calmement, comme on ferme un livre qu'on a trop lu. Puis j'ai dit « Maintenant, c'est ton tour de comprendre ce que signifie recommencer. » Dehors,
L'air était froid, presque tranchant. Les cris du gala résonnaient derrière moi comme un orage enfermé dans un bocal. Je n'ai pas regardé en arrière. Les gyrophares commençaient déjà à illuminer la façade. Je me suis enfoncé dans la nuit, sans joie, sans triomphe. Seulement ce calme étrange, presque douloureux, qu'on ressent quand on sait que tout ce qui devait être dit l'a été. Des mois ont passé. Le scandale a tout emporté. Les contrats, le mariage, le nom. Léa a disparu des écrans. Un matin, elle est venue à l'atelier. Pas de maquillage, pas de bijoux, juste un regard. Fatigué, vrai. « Je veux travailler », a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je lui ai tendu une paire de gants, lourds, tachés d'huile. Elle les a enfilés sans un mot. Le bruit du métal a rempli le silence. La pluie tombait sur le toit, régulière, presque apaisante. Je l'ai regardée ajuster la clé, hésitante, concentrée. Puis j'ai simplement dit « Ici, on apprend à ne rien effacer », et j'ai rallumé la lumière de l'atelier.